Nous allons rencontrer maintenant les deux derniers speakers de la soirée, qui sont nos deux VIP en fait. Il y a à la fois notre bouwmeester qui viendra, maître architecte, qui viendra s'adresser ici, qui prononcera ces derniers mots à la salle. Mais nous allons maintenant accueillir Olivier de Scuter, qui est un nom connu en Belgique, mais qui est surtout connu maintenant internationalement. Professeur de droit international, spécialiste des droits de l'homme, il a été rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation jusque tout récemment, donc de 2008 à 2014. Il s'intéresse à la transition écologique et sociale. Il a aussi reçu en 2013 le prix Francky, qui est la plus importante des distinctions scientifiques belges. Il va nous entretenir maintenant de la 1001 système alimentaire alternatif, centré sur les nouveaux modes d'alimentation dans une ville comme Bruxelles, chaîne courte, potager urbain. Vous avez maintenant le privilège vraiment d'écouter un des grands spécialistes dans son domaine et une voix écoutée sur la scène internationale. Je vous demande d'applaudir Olivier de Scuter. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de rester avec nous jusqu'à au-delà de minuit. Je voudrais consacrer quelques 15 minutes à parler de la manière dont les systèmes alimentaires alternatifs se développent aujourd'hui à Bruxelles et tenter de comprendre ce qui est en train de se jouer. Les systèmes alimentaires alternatifs sont portés par toute une série de groupes que vous connaissez pour certains d'entre eux en tout cas. L'ONG Le Début des Haricots, une ASBL qui travaille à promouvoir l'agriculture urbaine dans une série de quartiers, qui par exemple développe des groupes d'achat de soutien à l'agriculture paysanne ou qui développe un potager urbain à Nederovembeek et à d'autres endroits. Slow Food, dont la branche belge s'appelle Caricole et qui développe l'idée que l'alimentation fait partie de la culture, doit s'allier à la commensalité, à la convivialité, et qu'elle est liée au terroir et aux saveurs pour reconstituer des dimensions oubliées de notre alimentation. Terre en Vue, qui est une ASBL qui veut donner un accès à la terre aux jeunes paysans, aux jeunes agriculteurs qui veulent se lancer et pour qui la spéculation foncière est un obstacle à ce qu'ils puissent se lancer dans des pratiques d'agriculture durable à petite échelle, ou encore Potage-toi qui, avec le soutien de la région de Bruxelles-Capitale, développe des jardins potagers sur les toits plats des immeubles comme la Banque nationale de Belgique, la Bibliothèque nationale de Belgique, dont vous avez ici des photos. Ou encore le potager collectif à Tour et Taxi qui, avec le soutien du Début des Haricots, association que j'ai mentionnée il y a un instant, tente de faire vivre cet endroit qui auparavant était un endroit très abandonné et mal fréquenté, en développant un potager collectif urbain où les gens puissent cultiver des légumes et des fruits, non pas dans un but commercial, mais dans le but surtout de reconstituer un lien avec la nature. Et vous avez des groupes d'achat solidaires avec l'agriculture paysanne qui se sont développés partout dans Bruxelles. Je vais montrer tout à l'heure une carte et qui sont aujourd'hui constitués en réseau, un réseau qui met en avant certaines valeurs qui leur sont chères et qu'ils défendent ensemble, celle de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire de l'agriculture qui est peu gourmande en intrants, qui respecte les principes de l'agroécologie, principe du circuit court, c'est-à-dire d'une manière de produire et de commercialiser des aliments qui ne passent pas par les grandes structures et les grandes firmes agroalimentaires, une valeur de solidarité entre producteurs, paysans et consommateurs. Les consommateurs payent en début d'année un certain montant, sans savoir exactement ce qu'ils vont recevoir chaque semaine ou tous les 15 jours dans leur panier. Ils acceptent par conséquent de partager avec l'agriculteur, l'agricultrice, le risque d'une mauvaise récolte, d'une récolte de moins bonne qualité. Ils acceptent aussi de découvrir des nouvelles variétés de légumes ou de fruits que peut-être l'on avait sinon tendance à oublier. Et c'est enfin des valeurs d'autogestion et de convivialité qui sont mises en avant par ces groupes d'achat solidaire de l'agriculture paysanne, puisque l'alimentation, ce n'est pas seulement l'ingestion d'aliments qui permettent de
demeurer en vie et en bonne santé, c'est aussi partager des récits, c'est passer du temps ensemble, c'est profiter au fond de la conversation qui est associée à l'alimentation, ce qu'on oublie très souvent. Alors, pourquoi ces évolutions, très nombreuses à Bruxelles, importent-elles, et que veulent-ils nous dire, les porteurs de ces projets, dont j'ai énuméré quelques exemples? Je pourrais naturellement en évoquer beaucoup plus que 9 ou 10. Il y a 1001 exemples à Bruxelles de ce type d'initiative qui est en train de se développer. Je crois qu'on peut résumer ces motivations à partir de 3 verbes. D'abord, c'est recoloniser. Je veux dire par là que l'espace urbain est un espace qui s'est défini par sécession d'avec les campagnes, par coupure d'avec le vert. La séparation entre la ville et la campagne, au fond, prive les habitants des villes de l'accès à toute une série de bienfaits que la fréquentation régulière de la nature et le contact avec la terre devraient permettre. Et donc, une première motivation de ces groupes, c'est recoloniser. Voici Bruxelles. Et Bruxelles est une ville qui a des espaces verts, mais ces espaces verts, notamment ces quelques 5000 hectares de la forêt de Soignes qui sont le poumon vert au sud-est de Bruxelles, sont relativement segmentés, ne sont pas diffusés dans l'ensemble de la ville. Les grands parcs en ville sont relativement rares et la séparation entre le vert et le reste demeure très vivace en général dans cette ville. Et au fond, les initiatives dont je parle sont des initiatives qui veulent mettre en cause cette division. Vous avez par exemple sur ces cartes de Bruxelles toute une série de jardins potagers qui sont indiqués, ce sont les points rouges qui sont indiqués ici. Vous avez des fermes pédagogiques, des fermes de démonstration où les gens peuvent venir comprendre comment la nature fonctionne et d'où viennent les aliments qu'ils consomment. Vous avez aussi des parties de la ville qui sont dédiées à des potagers que les municipalités, les communes mettent à disposition des habitants pour des jardins collectifs. Et donc, c'est une recolonisation de l'espace urbain pour y créer du vert, de la terre, de la nature, des espaces aussi de convivialité pour les gens qui y habitent. Et l'agriculture urbaine sert au fond, à travers ces dispositifs, différentes fonctions. Il y a une fonction économique qui est de permettre de produire à des prix relativement abordables pour les populations urbaines parce qu'on n'a pas à empaqueter, à transporter et à commercialiser à travers des chaînes longues de distribution. Mais il y a surtout des fonctions écologiques, notamment en améliorant la qualité de l'air dans la ville par le développement d'espaces verts, de potagers urbains, en éduquant les habitants aux réalités de la nature dont ils dépendent et en enseignant sur l'origine des aliments qu'ils consomment. Et il y a des fonctions sociales. Plusieurs quartiers ont pu être, au fond, revitalisés. La vie de quartier a pu être ressuscitée grâce à la pratique, par exemple, d'un potager collectif urbain où les personnes, ensemble, cultivent un lopin de terre sans nécessairement d'ailleurs que cette terre soit divisée en petites parcelles que chacun cultive pour soi. Ce sont souvent des potagers où chacun contribue à une œuvre collective et utilise ces potagers comme des communs. Deuxième verbe, c'est relocaliser. Nous sommes, au fond, dans une situation où depuis 50, 60 ans, les systèmes alimentaires ont évolué vers des économies d'échelle plus grandes, vers une mécanisation toujours plus forte, vers la transformation d'agriculteurs en producteurs de matières premières pour l'industrie de l'agroalimentaire. Et au fond, on a des circuits de production, de commercialisation, de distribution qui sont toujours plus longs. Relocaliser est important parce qu'il faut sortir aujourd'hui de cette économie alimentaire low cost, obsédée par l'idée de fournir des aliments à bon marché pour les populations des villes et qui oublie que cette manière de produire et cette manière de distribuer a toute une série de conséquences, d'externalités négatives que le prix des aliments que vous achetez au supermarché ne représente pas du tout. D'abord, des coûts environnementaux sont considérables en termes de dégradation des sols, en termes de perte de biodiversité, en termes d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture industrielle.
mais aussi des coûts sociaux avec la disparition de petites exploitations familiales et de fermes qui travaillent à une échelle humaine, et enfin des coûts en termes de santé publique, parce que l'alimentation qui nous est fournie par cette économie alimentaire low cost est une alimentation qui, en fait, à petit feu, détruit la santé. Et l'explosion des diabètes, des cancers, des maladies cardiovasculaires liées à une mauvaise alimentation est notamment liée au fait que nous dépendons aujourd'hui de plus en plus d'aliments transformés, que nous consommons moins d'aliments frais et que nous consommons ces aliments souvent trop vite sans parler les uns aux autres et sans partager un moment de convivialité en absorbant ces aliments. Et donc, c'est au fond relocaliser qu'il faut. C'est difficile à faire parce que le système dont nous héritons est un système dont beaucoup d'éléments ont coévolué et sont en train de se soutenir mutuellement. On a des technologies qui ont récompensé les économies d'échelle, on a des grandes firmes, des grands acteurs de l'agroalimentaire qui dominent les marchés et rendent très difficile l'émergence d'alternatives. On a des habitudes culturelles qui sont en train de se développer, où on passe d'un régime où on a une diversité d'aliments, notamment frais, à des régimes où la consommation d'aliments frais est moins fréquente et où on consomme surtout des produits qui ont voyagé sur de longues distances, qui ont été surgelés, qui ont été empaquetés, transformés par des processus industriels et qui d'ailleurs sont d'autant plus énergivores dans leur manière d'être produits. Et puis on a des obstacles politiques. Ces grands acteurs qui dominent le monde économique de l'agro-industriel sont aussi des acteurs qui ont un droit de veto politique sur toute transformation d'ensemble, ce qui rend très difficile la révolution dans le système. Et donc, ces pionniers, ces Sherpas des systèmes alimentaires alternatifs veulent transformer ce système, au fond déverrouiller ce système très inerte, très difficile à déplacer. Et c'est, je crois, à travers quoi on peut analyser le développement, par exemple, de ces groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne. Vous avez ici une carte de Bruxelles qui montre comment ces groupes se sont développés. Les carrés verts sont des gazapes qui ne sont pas encore tout à fait fonctionnels. Les carrés rouges sont ceux qui fonctionnent bien et qui ont déjà acquis une certaine pérennité. Et c'est un développement qui est extrêmement rapide depuis seulement 5 ou 6 ans maintenant. Troisième verbe pour terminer, démocratiser. Quand vous pensez à la chaîne alimentaire, vous avez probablement dans votre tête un schéma comme celui-ci. Vous pensez à une chaîne qui relie les producteurs d'intrants, les semenciers, les firmes agrochimiques, qui passe par le producteur, qui ensuite va vers l'acheteur de matières premières, le transformateur, le distributeur et finalement le consommateur. Et dans cette chaîne, chacun est passif. La rationalité qui est la nôtre est une rationalité bureaucratique au sens de Hannah Arendt, c'est-à-dire que l'on est complice d'un système par rapport auquel l'on n'éprouve aucun sentiment de culpabilité ou de responsabilité parce que l'on n'est qu'un maillon d'une très longue chaîne. Et les groupes qui se mobilisent aujourd'hui pour créer des alternatives sont des groupes qui veulent, au fond, changer de rôle, qui veulent pouvoir choisir quel rôle ils vont occuper dans le système, qui veulent questionner le rôle passif auquel on veut les confiner en les définissant comme producteurs, consommateurs, en les situant à un certain niveau de cette chaîne. Ils veulent au fond réinventer leur système alimentaire, ils veulent démocratiser les systèmes alimentaires un peu à la manière dont on peut démocratiser l'entreprise, c'est-à-dire en inventant des nouvelles solutions qui multiplient les alternatives et créent, je dirais, de la sociodiversité, une diversité de choix de vie permettant à chacun de faire de la consommation un acte politique. C'est important et c'est prometteur parce que les psychologues, par exemple Edward Deci et Richard Ryan de l'Université de Rochester, ont montré dans beaucoup de domaines combien, lorsque l'on était motivé par un objectif, lorsqu'on avait acquis la conviction qu'il fallait changer de cap, l'on pouvait se tenir à certaines résolutions et au fond développer certaines solutions en surmontant les obstacles. Alors que quand on impose des solutions de manière dirigiste, par des réglementations ou par des taxes, l'on cherche à contourner ces réglementations, l'on cherche à éviter de payer ces taxes et l'on ne va pas répondre aux incitants que les pouvoirs publics, notamment, souhaitent créer. Donc,
créer des espaces de liberté pour que les gens puissent inventer des systèmes alimentaires alternatifs, pour qu'ils puissent recapturer au fond la maîtrise de l'évolution de nos systèmes alimentaires, pour qu'ils puissent inventer leurs propres solutions dans leur environnement immédiat, pratiquant ce que Gilles Deleuze appelait la micropolitique dans son environnement immédiat. C'est mieux que la démocratie représentative, c'est mieux que la démocratie participative, c'est au fond la démocratie en action. Et c'est à cette démocratisation des systèmes alimentaires alternatifs dans la région de Bruxelles que je voudrais vous inviter. Merci.